C'est bon? Donc bonjour à tous, bonjour à toutes, merci d'être venus, si nombreux, en vrai ça fait plaisir. Merci au 3C de nous accueillir et merci Baptiste d'être là. Donc ce moment d'échange, ce débat, il est organisé par le Café Diplo et les Amis du Monde Diplo qui sont représentés par Dany derrière la caméra. Et puis voilà, juste Léopold a un petit mot avant et après on commencera. Oui, pardon. Simplement un petit mot pour vous appeler à vous mobiliser le 6 octobre 2025 pour la Nuit du Bien Commun au Sismic à Aix-en-Provence. Donc la Nuit du Bien Commun, ça se présente comme un gala de charité en faveur d'associations caritatives, mais sert depuis sa création d'outil de réseautage pour l'extrême droite, lié au projet identitaire et anti-avortement et catholique Périclès. Donc l'acronyme de patriotes enracinés, résistants, identitaires, chrétiens, libéraux, européens et souverainistes. Voilà, donc un appel à la mobilisation le 6 octobre à 18 h devant le Sismic contre la tenue de cette soirée. Alors, hop, on est reparti. Du coup, petite présentation. Baptiste Giraud, du coup, tu es maître de conférence à l'AMU, tu es membre du LEST, tu es spécialiste du syndicalisme, on peut le dire. Donc, dans tes divers travaux, tu analyses les dynamiques dans les conflits du travail, les pratiques du dialogue social et aussi la question du répertoire d'action syndicale et de comment se fait une grève. Donc, pour citer les deux derniers bouquins qui sont au centre du débat ce soir, donc Le dialogue social sous contrôle, qui est un ouvrage collectif sorti l'an passé, et Réapprendre à faire la grève, donc le fameux livre sorti aussi l'an passé. Donc voilà. On te laisse la parole pour que tu nous présentes tout ça. Allez. Super, merci d'abord pour votre invitation. Merci à toutes et tous d'être là. Je vais juste préciser que je suis maître de conférence en sciences politiques, donc ça veut dire que c'est des travaux que je mène dans une perspective d'analyse sociologique, ce qui peut être utile pour éclairer le regard que je vais porter sur ces objets. Et donc effectivement, depuis une vingtaine d'années, je mène des travaux qui portent sur les relations professionnelles et le syndicalisme en France. Et l'an dernier, le même jour, j'ai sorti deux livres qui abordent en fait sous deux faces complémentaires, sous deux angles complémentaires, les transformations du syndicalisme et ce qu'on peut aussi sans doute appeler une forme de crise du syndicalisme. Et évidemment, présenter ces deux livres aujourd'hui, au moment d'une journée d'action syndicale, ça tombe plutôt bien, même si l'objectif n'est pas forcément de commenter l'actualité. Alors je vais commencer par dire quelques mots sur ce premier ouvrage, le plus court, qui est un ouvrage de synthèse, donc un ouvrage collectif que j'ai co-dirigé avec Jérôme Pellis, qui est un collègue professeur de sociologie à Sciences Po Paris, donc le dialogue social sous contrôle, qui se veut donc un ouvrage de synthèse de toute une série de travaux qui ont été engagés ces 10 dernières années par plein de collègues, plutôt sociologues, mais il y a aussi des collègues économistes qui ont contribué à cet ouvrage et qui abordent les recompositions de ce qu'on appelle le dialogue social sous ces différentes coutures. Donc l'objectif du livre, c'est d'abord de questionner ce qu'on appelle le dialogue social et d'essayer de réfléchir à qu'est-ce qui se cache ou qu'est-ce que signifie moderniser le dialogue social, comme on l'entend assez souvent. Il y a eu toute une série de propositions et de projets de loi qui ont eu vocation à moderniser ce dialogue social. Et donc l'idée, c'est de montrer qu'est-ce que ça masque ou qu'est-ce que ça dit en fait des transformations des pratiques de la négociation collective en France. Et l'ouvrage s'ouvre justement sur un chapitre qui revient d'abord sur la genèse de la catégorie de dialogue social, qui est une notion particulièrement floue. Donc c'est un peu tout l'objet de ce premier chapitre, de comprendre d'où vient cette notion, comment elle s'est progressivement imposée dans le débat public, comme une catégorie qui vient compléter dans un premier temps, puis ensuite se substituer même à la notion de négociation collective, et plus encore à celle de démocratie sociale. Et comme disait Pierre Bourdieu, les mots ont un sens. Lorsqu'on parle de démocratie sociale, on ne parle pas de dialogue social. Si je fais un écho directement à l'actualité, on peut dire que l'actuel Premier ministre, M. Lecornu, dialogue avec les représentants syndicaux puisqu'il les reçoit à Matignon, et on peut sans doute imaginer que c'est un dialogue fort courtois entre gens. Donc il y a un dialogue. Est-ce qu'il négocie
avec les représentants syndicaux? Autrement dit, est-ce qu'ils recherchent des compromis avec les représentants syndicaux? Ça, c'est plus sujet à caution. Alors, ne présentons pour l'avenir, on va voir, mais on voit bien que ce qui bloque, ou en tout cas ce qui fait tension en France, au moins, c'était déjà antérieur, mais de manière très visible, depuis le premier septennat du président Emmanuel Macron, c'est que les représentants syndicaux, dans leur ensemble, ce qui est assez caractéristique de la période qu'on vit actuellement, c'est que ce n'est pas simplement la CGT qui conteste, qui proteste, on y est plutôt habitué, mais depuis 2017, c'est en règle générale l'ensemble des organisations syndicales qui se retrouvent à contester le mode de gouvernement du président de la République, en critiquant sa propension à décider de manière un petit peu unilatérale des choses. Et donc à dire, on est dans un dialogue effectivement, mais on n'est pas dans la négociation avec ceux qu'on a coutume d'appeler les partenaires sociaux. Et ça, c'est typiquement l'objet du deuxième chapitre, qui revient notamment sur la manière dont se transforme le rapport des gouvernements à la pratique de la négociation. Et l'idée du livre, c'est de montrer comment ces pratiques de négociation collective, en France, elles se sont vidées, j'allais dire, par le haut et par le bas. Alors, je ne sais pas si vous êtes forcément coutumier de ce qu'est la négociation collective, mais donc la négociation collective, elle s'organise à différents niveaux. Il y a ce qui relève de la négociation entre représentants syndicaux, gouvernement et représentants patronaux pour tout ce qui relève de la gestion de la protection sociale, des règles du marché du travail, au niveau des branches, par profession, et ensuite au niveau des entreprises. Et ce qui nous intéressait, c'est la raison pour laquelle on a regroupé des travaux qui portent sur ces différents échelons de la négociation collective, c'est que ça permet de montrer sous des angles complémentaires comment ces pratiques de la négociation collective, ce jeu de la négociation collective est en quelque sorte enrayé, ou en tout cas mis sous contrainte par l'État en haut, par les directions d'entreprise en bas. Alors par l'État en haut, c'est ce qu'on vit actuellement, c'est-à-dire effectivement des représentants syndicaux qui sont conviés par les représentants politiques à discuter des réformes, des projets de réforme néolibérales portés par les gouvernements successifs, mais sans laisser véritablement de marge de manœuvre aux représentants syndicaux, ni même leur reconnaître la moindre légitimité pour intervenir dans le processus de décision politique. On peut reconnaître de ce point de vue-là notre actuel président de la République une certaine clarté dans le propos. Lorsqu'il y a eu conflit en 2023 sur le projet des retraites, le président a estimé que les représentants syndicaux n'avaient entre guillemets pas leur mot à dire parce que la légitimité électorale l'emporte sur la légitimité de son point de vue des corps intermédiaires des syndicats. Et donc dans la pratique quand même du pouvoir d'Emmanuel Macron qui au-delà du champ des relations de travail et d'emploi, se caractérise par une certaine forme de verticalité, les syndicats n'auraient de légitimité en gros qu'à accompagner, qu'à soutenir les décisions prises par le gouvernement et à faciliter ensuite leur mise en œuvre ou leur acceptation par la population. Et il a dit, et c'est l'objet du livre, enfin des autres chapitres du livre, l'objectif d'Emmanuel Macron, c'est de renvoyer le rôle de la négociation collective et des organisations syndicales dans les entreprises. Alors, juste un mot quand même sur l'évidement de la négociation collective au niveau interprofessionnel. On l'a vécu cet été, et ça a été une des causes de la chute du gouvernement Bayrou, lorsque, par exemple, François Bayrou envoie ce qu'on appelle des lettres de cadrage aux représentants syndicaux dans la perspective de la réforme de l'assurance chômage. Qu'est-ce que c'est qu'une lettre de cadrage? C'est le gouvernement qui fixe un objectif de réduction des dépenses en règle générale depuis ces dernières années de dépenses sociales aux partenaires sociaux et qui dit aux partenaires sociaux, par contre, je vous laisse vous débrouiller pour parvenir à cet objectif. D'accord? Mais donc les partenaires sociaux et surtout les partenaires, les représentants syndicaux sont assez unanimes pour dire du coup là on n'est plus dans une négociation, on n'est plus dans une injonction à mettre en œuvre des objectifs fixés
par le gouvernement, mais on n'est pas dans une logique de négociation autonome entre représentants syndicaux et représentants patronaux. Donc François Bayrou, à la fin du mois d'août, est allé à l'université d'été de la CFDT pour dire je vais changer, je m'engage à renforcer l'autonomie des partenaires sociaux, mais manifestement ça n'a pas convaincu jusqu'aux dirigeants de la CFDT parce que c'était complètement en contradiction avec ce qu'il leur avait imposé précisément quelques mois auparavant. Alors au niveau des entreprises, un des éléments qui caractérise les transformations des relations professionnelles en France, c'est que au moins depuis le début des années 2000, donc à l'époque c'était Jacques Chirac, le président de la République, se sont engagés une succession de réformes qui ont vocation à ce qu'on appelle décentraliser la négociation collective, c'est-à-dire à donner la priorité aux négociations d'entreprise par rapport aux négociations de branche en particulier sur la détermination des règles relatives aux conditions d'emploi, aux conditions de rémunération, aux conditions de travail. Et alors ça s'est préparé avant Emmanuel Macron, hein, et là-dessus il n'y a pas véritablement de rupture, mais en revanche, ce qu'on a appelé les ordonnances travail ou les ordonnances Macron, donc je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais ça a été un des premiers actes qui a été fait par le président de la République en 2017. C'est des ordonnances qui ont été prises dans l'été 2017. Un des changements majeurs qu'introduisent les ordonnances travail, c'est que désormais, ce sont les négociations d'entreprise qui l'emportent sur les négociations de branche. Donc, ce qui est un renversement complet de la logique du droit du travail qui s'était imposé depuis le Front populaire, depuis 1936, puisque depuis 1936, la règle, c'était que lorsqu'il y avait accord d'entreprise, hein, je vais très vite, on pourra revenir dans la discussion, mais en gros, l'accord d'entreprise ne pouvait qu'améliorer les dispositions contenues dans les conventions collectives de branche en faveur des salariés. Vous avez le SMIC, vous avez des salaires conventionnels, donc c'est-à-dire définis en fonction des branches d'activité qui garantissent là aussi des salaires minimums aux salariés. Il peut y avoir un accord évidemment salarial dans l'entreprise à la condition que celui-ci améliore concrètement les salaires des salariés. Depuis 2017 sur ce point-là, alors comme on reste quand même encore dans un état de droit, le SMIC s'impose à tous, hein, sinon ça voudrait dire qu'il y a des entreprises hors la loi. Mais en revanche, un changement majeur dont tout le monde peut saisir l'impact immédiat, c'est que ce qui relève de la négociation concernant la majoration des heures supplémentaires, peut-être pour les plus jeunes d'entre vous, lorsqu'on fait des heures supplémentaires, elles sont plus rémunérées que les heures prévues dans votre temps de travail, eh bien désormais, par accord d'entreprise, vous pouvez les rémunérer moins que ce que prévoit la convention collective de branche. Donc sur un de mes terrains d'enquête, par exemple, dans une entreprise d'aide à domicile à Marseille, un accord en 2018 a été signé par une déléguée du personnel non syndiqué qui prévoit que les nouvelles embauchées, au lieu de percevoir 50% d'heures, de majoration pour les heures supplémentaires, désormais sont payées à 10%, ce qui est le seuil minimum prévu par la loi. D'accord ? Donc, on est passé d'une logique où la négociation collective, elle avait quand même prioritairement pour vocation d'améliorer, de produire du progrès social, on peut le dire comme cela, à une négociation collective qui est d'abord pensée comme un dispositif qui est mis à disposition des entreprises pour adapter les règles du rapport salarial à leur stratégie de compétitivité. Soit payer moins les heures supplémentaires, soit par exemple la possibilité par accord d'entreprise de négocier des temps de travail plus flexibles. Et donc concrètement, pouvoir faire travailler davantage les salariés lorsque l'activité est élevée, les faire travailler moins lorsque l'activité diminue, et ainsi par exemple s'économiser le recours à une main-d'œuvre temporaire, par exemple des étudiants, lorsqu'il faut faire face à un pic d'activité dans l'entreprise. Et donc ce qu'on essaye de montrer dans le livre, c'est que donc d'un côté, il y a une négociation collective qui est mise sous pression politique, hein, par un État qui reconnaît de moins en moins de place et d'autonomie, de légitimité aux représentants syndicaux pour intervenir dans les processus de décision politique, et de l'autre, pour aller à l'essentiel, dans des entreprises, un dialogue social qui n'a sans doute jamais été aussi dynamique, c'est-à-dire que effectivement, les représentants syndicaux sont constamment, ou en tout cas très régulièrement, mais dans les grandes entreprises, c'est quasiment constamment sollicités par, alors généralement ce n'est pas les directions, c'est les RH, pour négocier des accords, pour mettre en place des groupes de travail, pour réfléchir à des projets communs, bref, hein, plein de choses. Et en même temps, le paradoxe des représentants syndicaux qui sans doute n'ont jamais été aussi contraints
pour peser sur l'issue de ces négociations collectives. Un, parce que les règles leur sont moins favorables, c'est ce que je viens d'évoquer précédemment. Deux, parce qu'évidemment, le contexte aussi, la structure capitalistique des entreprises a changé, avec la financiarisation du capitalisme, avec la généralisation de la filialisation, donc c'est-à-dire des entreprises sous-traitantes qui travaillent pour des donneurs d'ordre. Qu'est-ce que ça produit, ces deux configurations-là? Ça produit, un, des représentants syndicaux qui négocient ou sont contraints de négocier sous la menace du chantage, ce qu'on peut appeler le chantage à l'emploi, à l'investissement. C'est-à-dire, si vous n'acceptez pas les accords tels qu'on vous les propose, on investit ailleurs, donc on délocalise, ou bien on n'investit pas dans l'outil de production et le risque, c'est donc d'accélérer le déclin de l'activité de l'entreprise. Ou, deuxièmement, si vous êtes plutôt dans une entreprise sous-traitante qui est dépendante des donneurs d'ordre, ça veut dire que les directions elles-mêmes de ces entreprises sous-traitantes ont très peu de marge de manœuvre, puisqu'elles sont mises sous pression par le donneur d'ordre pour produire des services ou des biens à ces entreprises de donneurs d'ordre au moindre coût. D'accord? Et donc, avec le risque, je vous donne un exemple concret, une enquête qu'on a menée dans un petit entrepôt de logistique à côté d'Avignon, un entrepôt de logistique qui fait de l'approvisionnement en fruits et légumes pour une grande marque de distribution sur tout le sud-est de la France. Jusqu'alors, le dirigeant de cet entrepôt octroyait, entre guillemets, en tout cas, il y avait un 13e mois prévu pour les salariés. Au moment où on amène l'enquête, il supprime le 13e mois, parce que la grande marque de distribution, qui est le seul client de l'entreprise, lui met une pression telle qu'il est contraint, pour respecter le cahier des charges, de réduire les coûts et donc de jouer sur la baisse des rémunérations des salariés. D'accord? Et donc, c'est ça qu'on essaye de montrer, c'est-à-dire que, et notamment pour en terminer sur ce point, le gouvernement communique, les gouvernements, c'est pas parce qu'ils se succèdent vite, les gouvernements communiquent beaucoup sur la mesure de la qualité du dialogue social, qu'ils évaluent à travers essentiellement un indicateur, le nombre d'accords qui sont signés dans les entreprises. Bon, si vous prenez cet indicateur, effectivement, le nombre d'accords signés dans les entreprises est plutôt tendance à augmenter, il est plutôt élevé. Il est de l'ordre, en gros, ça dépend des années, mais autour de 80-90 000 accords d'entreprise qui sont signés. Mais ce qu'on essaye de défendre comme point de vue dans l'ouvrage, et puis aussi d'autres enquêtes, c'est de dire qu'évidemment, pour mesurer la qualité du dialogue social, il ne faut pas simplement regarder le nombre d'accords qui sont signés, il faut à minima aussi regarder leur contenu. Et donc, ce que beaucoup d'enquêtes montrent sur l'analyse du contenu des accords, c'est que c'est des accords qui sont souvent assez pauvres en contenu. Un récent exemple là, vient de sortir sur, par exemple, les accords QVCT, donc qualité de vie et conditions de travail, qui montrent que dans 80% des accords, on ne parle pas de travail. Donc les accords sont signés, mais leur contenu, il est très pauvre. Alors, on va parler plutôt de qualité de vie au travail, on va mettre une machine à café plus sympa, on va améliorer les lieux de vie, etc. Bon, on peut dire que c'est du progrès, mais c'est quand même pas à la hauteur, ou c'est pas la même chose que des accords qui permettent de négocier des organisations du travail. Ça va être des accords salariaux qui peuvent être, alors évidemment, il ne faut pas avoir des discours trop, on apporte un regard nuancé dans l'ouvrage. Évidemment, lorsque vous travaillez dans une grande entreprise, comme ici, je ne sais pas moi, Eurocopter, que vous avez besoin d'une main-d'œuvre très qualifiée, de la fidéliser, de garder vos ingénieurs, etc., vous avez plutôt intérêt à bien les payer. Parce que sinon, ils vont aller monnayer leurs compétences ailleurs. Donc, dans ce type d'entreprise, les négociations salariales, elles portent encore des résultats qui ne sont pas négligeables. Mais en revanche, si vous réfléchissez aux salariés plus subalternes, moins qualifiés, qui travaillent dans les petites entreprises, ou bien type Amazon, dans des entreprises où ce qui domine, c'est quand même une attitude patronale très hostile au syndicalisme et des stratégies de profit qui sont fondées sur la minimisation des coûts de production, et bien là, vous avez des négociations salariales qui portent beaucoup moins de résultats, parce que la logique de ces entreprises, c'est de miser sur une main-d'œuvre interchangeable. Et donc, en gros, si vous n'êtes pas d'accord, vous bougez. Des collègues ont montré sur le cas des entreprises de la logistique que, en moyenne, les salariés restent 2 ans simplement dans l'entreprise dans laquelle ils sont embauchés. Parce que précisément, sur ces marchés où l'emploi est peu qualifié, on peut dire qu'un des rares avantages, sans parler comme Emmanuel Macron, mais on retrouve assez facilement du travail.
On retrouve assez facilement un emploi tout aussi mal rémunéré, tout aussi dégradé, tout aussi pénible, mais lorsqu'on est en situation de conflit avec son employeur, lorsqu'on est fatigué par son emploi, la solution qui est la plus souvent adoptée, c'est pas celle de la mobilisation collective sur son lieu de travail, c'est, pour parler comme Hirschman, celle de l'exit, celle de la démission, celui de rechercher un emploi en emploi ailleurs. Et donc, ce qu'on essaie quand même de dire dans l'ouvrage, c'est que renvoyer, comme on le fait depuis une vingtaine d'années, la négociation à la négociation collective d'entreprise et à la négociation d'entreprise seulement, en fait, ça devient un vecteur de creusement des inégalités sociales entre les salariés. D'accord ? Des salariés vont en tirer profit, vont en tirer avantage parce qu'ils sont dans des conditions d'emploi, de qualification collective où ils ont les moyens de négocier de manière individuelle ou collective, mais pour les ingénieurs, les cadres, ça peut se faire aussi de manière individuelle, les politiques salariales sont très individualisées, donc ils ont moyen de négocier les conditions d'emploi et de rémunération, et puis il y a tous les autres salariés, les classes populaires, les classes moyennes peu qualifiées, qui elles sont au contraire beaucoup plus vulnérables à cette logique. Et donc pour en terminer sur ce livre, si on regarde l'évolution des pratiques du dialogue social en entreprise, on peut dire que c'est, à mon avis, un des enseignements des séquences successives des mobilisations syndicales qu'on a connues ces dernières années, c'est que le syndicalisme français, qui se revendique plutôt d'un syndicalisme dit réformiste, donc c'est-à-dire celui qui est disposé à jouer le jeu du dialogue social, et donc qui est incarné en France par le syndicat aujourd'hui majoritaire, la CFDT, qui assume cette identité d'un syndicalisme disposé à jouer le jeu de la négociation, de la recherche du compromis. Si vous écoutez bien ce que dit Marie-Lise Léon en ce moment, elle ne dit pas « je ne veux pas un budget d'austérité », elle dit « je veux des efforts partagés ». Bon, mais ce n'est pas ce que dit la CGT, par exemple. Donc, effort partagé, ça veut dire qu'elle accepte, l'idée que les salariés auraient aussi des efforts. En revanche, elle dit « je ne suis pas disposé à accompagner des mesures où il n'y aurait que les salariés qui auraient des efforts à faire, je veux des efforts partagés ». Bon. Quelle est la difficulté de Marie-Lise Léon comme son prédécesseur Laurent Berger? Je vous signale, il y a un livre qui va sortir le 16 octobre sur un film dans les coulisses qui suit Laurent Berger pendant le conflit des retraites, qui est très instructif là-dessus. On voit pendant 1h30 Laurent Berger parler avec la Première ministre, avec les ministres, pour dire mais quand même, il faut faire un geste, il faut faire un compromis. Et il a un mur, quoi. Il a un mur face à lui, comme Marie-Lise Léon, pour l'instant, a un mur face à elle, c'est-à-dire un gouvernement et un patronat. N'oublions pas l'épisode du dit conclave des retraites. Ce n'est pas le gouvernement qui a fait échouer les négociations au mois de juin, c'est le patronat, parce que le gouvernement était absent de ces négociations, mais le patronat, au dernier moment, a changé complètement la feuille de route des négociations, a pris totalement au dépourvu les représentants de la CFDT qui ne s'attendaient pas du tout à ce retournement de situation. Et donc on a un syndicalisme réformiste qui est en peine pour montrer sa capacité à obtenir des résultats par le jeu de la négociation collective. Du coup, ça m'amène au deuxième livre. On pourrait se dire, du coup, on est dans une configuration qui vient plutôt conforter un syndicalisme incarné par la CGT, par Solidaire, par la FSU, dans une moindre mesure, qui défend l'idée que c'est d'abord par la mobilisation des salariés, d'abord par la lutte et éventuellement par la grève, qu'on peut obtenir des résultats. On pourrait dire, en quelque sorte, ce durcissement des politiques gouvernementales et patronales, il vient valider ce modèle de syndicalisme. Or, et aujourd'hui on a une petite illustration, on voit aussi un syndicalisme qui, même lorsqu'il est rassemblé, c'est-à-dire même lorsque les 8 organisations interprofessionnelles appellent ensemble à la mobilisation, peine à mobiliser. Alors je dois tout de suite nuancer. On sort quand même d'une séquence où, en 2023, et c'est d'ailleurs ce conflit de 2023 qui m'a donné envie de sortir ce livre, une séquence en 2023 qui a rappelé à ceux qui sont toujours très prompts à enterrer très vite les syndicats, que les syndicats restent en France, sans doute, les structures militantes qui sont en capacité de mobiliser le plus largement la population. Alors que lorsqu'il y avait eu la mobilisation des Gilets jaunes, beaucoup d'éditorialistes, d'experts autoproclamés des relations sociales en France avaient décrété que c'était le signe de la fin du syndicalisme, puisqu'on avait eu affaire, et c'est vrai, à une mobilisation qui s'était enclenchée en dehors d'une initiative syndicale et pour partie dans un rapport assez critique aux organisations syndicales. Tout cela est vrai, mais on estime qu'en gros, à son acmé, les Gilets jaunes, ça a été 300 000 personnes quand elles mobilisent. Donc je ne dis pas, c'est pas rien,
c'est très significatif. Il y aurait plein de choses à dire sur cette mobilisation, y compris parce qu'elle a permis la mobilisation de salariés, de citoyens qui se mobilisent peu ou pas, en règle générale. Donc, il y a une vraie signification politique, mais si on compare à ce qu'ont été capables de faire les organisations syndicales, et si on se contente même des chiffres du ministère de l'Intérieur sans se référer aux chiffres syndicaux, on a des organisations syndicales qui ont été capables de mobiliser jusqu'à 2 millions de personnes, et sur 6 mois. Et encore, au 18 septembre, bon, on était sans doute un peu en dessous, mais on était vers 800 000 personnes qui ont manifesté. Et en même temps, cette mobilisation de 2023 et la mobilisation en cours, elle montre deux choses. Elle montre, un, que c'est d'abord par la manifestation plus que par la grève que les salariés se mobilisent. On a maintenant, ce que je n'avais pas à l'époque, parce qu'on peut assez pressentir, on a les chiffres des grèves de l'année 2023 qui montrent qu'effectivement, il y a un regain de grève. Il y a eu un regain de grève dans l'année 2023, mais qu'on est très très loin de la généralisation des grèves dans les entreprises, puisque en gros, on était à 3% d'entreprises qui avaient connu un mouvement de grève. Alors je dois nuancer, quand je dis ça, je dis 3% des entreprises, c'est généralement les grandes entreprises dans lesquelles les grèves se déclenchent, donc ça fait plus que 3% des salariés. On est d'accord. Mais en tout cas, on était quand même très très loin de mouvements de grève généralisés, et ce qui a été surtout frappant à l'occasion de 2023, c'est qu'il n'y a pas eu de mouvement de grève dit reconductible, c'est-à-dire des secteurs ou des entreprises dans lesquels les grévistes reconduisent la grève sur plusieurs jours. Bon. Et on observe, alors il ne faut pas vendre la peau de l'ours, on l'a tué, donc on est dans une mobilisation en cours, mais pour l'instant, on est à la fois déjà sur une deuxième journée d'action qui est nettement moins massive que la précédente, et pareil, une vraie difficulté à faire prendre les mouvements de grève. Aujourd'hui, on pouvait se déplacer un peu comme on voulait dans les transports collectifs. Mais au-delà de cette tendance générale qui n'épargne aucun secteur, une des observations aussi assez structurelles qu'on peut faire des conflits du travail, c'est que ces mobilisations, elles mobilisent les salariés de manière très inégale. Et qu'en gros, on observe un paradoxe à la fois qui est sociologique et politique, qui est assez classique, je ne suis vraiment pas le premier à poser cette question-là, mais c'est un peu le fil directeur de mon ouvrage, c'est qu'en gros, ce sont les salariés qui sont les plus exposés aux conséquences délétères des réformes néolibérales du marché du travail, de la protection sociale, du gel des rémunérations, de la décentralisation de la négociation collective. Eh bien, ce sont ces salariés-là qui se mobilisent le moins, en tout cas par la grève. Et donc, mon enquête, elle porte, c'est une lointaine enquête, parce qu'elle est liée à mon travail de thèse que j'ai mené maintenant il y a une quinzaine d'années. Et donc cette enquête, elle porte sur les salariés, les employés du secteur du commerce et des services, qui est un secteur qui se caractérise d'abord par le recours à une main-d'œuvre très féminisée, par un recours massif à des emplois précaires. On peut dire qu'en gros, c'est quand même les secteurs qui sont le laboratoire d'expérimentation de la précarité salariale, par des conditions de travail et de rémunération très dégradées, d'où la pénurie, par exemple, dont on nous parle assez souvent de main-d'œuvre, ou en tout cas des difficultés de recrutement de main-d'œuvre dans les hôtels, cafés et restaurants, précisément parce que c'est des emplois mal rémunérés, très pénibles, en horaires décalés, etc. Donc ça ne fait pas rêver. Par ailleurs, quand même, grande caractéristique de ces entreprises, des politiques patronales qui varient beaucoup en fonction des secteurs et qui, dans ces secteurs, sont assez souvent des politiques patronales assez répressives, assez coercitives. Alors l'exemple caricatural, c'est Amazon. Mais dans pas mal de terrains d'enquête que j'ai pu observer, on est sur des formes de rapports de domination patronale qui s'opèrent beaucoup plus par la contrainte que par la recherche de relations plus coopératives ou incitatives avec leurs salariés. Et pour autant, c'est un secteur qui se caractérise par la faiblesse des grèves. Alors ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de conflit. Et donc l'objectif de l'ouvrage, c'est de penser à la fois qu'est-ce qui fait obstacle au déclenchement de grève dans ce secteur et qu'est-ce qui les rend possibles. Il y a une grève dont vous avez, j'imagine, assez souvent entendu parler, la grève des femmes de chambre de l'Ibis Batignolles, par exemple, avec sa représentante syndicale qui fut un temps Rachel Keke, qui fut un temps aussi élue députée à la
sous la bannière de la LFI à l'Assemblée nationale, même si elle n'a pas été réélue après la dissolution de l'an dernier. On en parlait tout à l'heure, il y a des femmes de chambre aussi en ce moment qui, à Marseille, et de manière assez récurrente, se mobilisent dans les grands hôtels marseillais pour protester contre leur charge de travail, leurs conditions de travail, leur rémunération. Donc on a des grèves limitées, mais en même temps, des mouvements de grève qui nous montrent que l'absence de grève ne signifie pas qu'il y ait une adhésion unanime des salariés aux politiques patronales, aux conditions de travail et d'emploi qu'elles subissent. Et donc, tout l'objet du livre, c'est de comprendre qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui entrave ces grèves et qu'est-ce qui, dans certaines configurations, les rend possibles. Alors, il y a déjà beaucoup de travaux qui ont été menés sur cette question-là. Donc, l'idée, c'est pas... Enfin, j'apporte pas forcément que des éléments nouveaux, mais bien sûr, il y a quelques éléments structurels liés à la condition salariale de ces salariés qui expliquent leur difficulté à se mettre en grève. Un, bien entendu, je l'ai évoqué tout à l'heure, la précarité de ces salariés, la précarité salariale qui fait très concrètement que pour eux, l'entrée dans la grève est un coût économique important, très important à assumer, étant entendu que, j'ai dit, il y a beaucoup de femmes, mères célibataires parmi elles, et donc parmi mes enquêtés, il y en a beaucoup, parmi les militantes et les grévistes que j'observe, et donc évidemment, le coût de la grève, au sens du coût économique de la grève, est évidemment très élevé, beaucoup plus élevé encore, comme pour beaucoup d'autres salariés. Deuxième élément important, je l'ai dit, des salariés qui travaillent aussi dans des contextes où le syndicalisme est peu admis, on peut dire, par les organisations syndicales, en tout cas, peu admis dès lors qu'il prétend être un syndicalisme autonome de la direction. Et donc, autant, on ne peut pas dire ça de toutes les entreprises, mais on est dans des entreprises où la répression antisyndicale est une dimension importante des politiques patronales et qui est d'autant plus forte que, j'allais dire que lorsque se déclenche une grève à la SNCF, salariés et direction, ils sont habitués. Je ne dirais pas que c'est un jeu, ce n'est pas simplement un jeu, mais c'est une pratique qui est admise du côté des RH et il n'y a personne, enfin en tout cas pas pour l'instant, en tout cas dans la configuration d'aujourd'hui, il n'y a personne qui va s'amuser a priori à chercher à faire des représailles vis-à-vis des grévistes parce qu'il sait que tout de suite il va y avoir une résistance du côté des organisations syndicales, que ça va tendre les relations avec les syndicats. Et bref, la direction n'a strictement aucun intérêt à envenimer la relation avec ces syndicats. En revanche, lorsque vous êtes dans une entreprise où le syndicalisme est faible, où il y a peu d'adhérents concrètement, où les grèves sont rares, pour ne pas dire inexistantes, le déclenchement d'une grève, ce n'est pas un acte routinisé, comme ça peut l'être, encore une fois, à la SNCF ou dans des grandes entreprises publiques. C'est vécu généralement par la direction comme une forme de déclaration de guerre, comme une forme de rupture avec l'ordre ordinaire du fonctionnement de ces entreprises et qui provoque des résistances patronales très dures vis-à-vis des grévistes. C'est tout l'objet de la deuxième partie de l'ouvrage qui porte sur des grèves qui ont duré entre 2 semaines, 1 mois et 4 mois et demi. C'est assez fréquent dans ces secteurs parce que ce qu'on apprend aux directions dans ce type d'entreprise, c'est que lorsqu'une grève se déclenche, il ne faut surtout rien faire. Surtout pas chercher à négocier, surtout pas rechercher un compromis avec les salariés parce que vous risquez sinon d'admettre, de faire preuve en quelque sorte d'une forme de vulnérabilité de la direction d'entreprise et vous risquez du coup d'inciter les salariés à recommencer s'ils font l'expérience que la grève entre guillemets paye, pour reprendre le vocable des syndicalistes. Et donc le conseil vraiment qu'on leur donne, et c'est pas, je le dis parce que je l'ai vu, parce que je l'ai observé dans d'autres enquêtes, il faut faire durer la grève pour que la grève soit une épreuve, qu'elle soit difficile et que ça dissuade les salariés de se mettre en grève à l'avenir. Donc, au-delà du fait que la grève est un coût, elle est aussi associée à un risque de représailles patronales beaucoup plus élevé que dans beaucoup d'autres secteurs. Puis, troisième élément important lié à la structuration de ce secteur, soit c'est un secteur qui repose soit sur des entreprises de petite taille, beaucoup, les boutiques, des choses comme ça. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Si vous êtes en règle générale au contact direct en permanence de votre employeur, de votre direction, dans des rapports on dirait, de domination rapprochée, et donc qui fait que la situation de conflit avec votre employeur est très difficile à supporter sur la durée.
que l'exposition à votre employeur est maximale. Et donc, ce qu'on observe en règle générale dans les petites entreprises, c'est que lorsqu'il y a conflit entre employeur et salarié, quelle qu'en soit la raison, en règle générale, l'issue du conflit, c'est le départ, c'est soit le licenciement du salarié, soit la démission, soit la rupture conventionnelle aujourd'hui, bref, le départ de l'entreprise. Et puis, vous avez d'autres entreprises très grandes, on va prendre, je ne sais pas moi, les agents de sécurité, qui sont à l'entrée des lieux publics ou des supermarchés, etc. En règle générale, ils appartiennent à d'énormes entreprises. Elles sont quelques entreprises à se partager un marché énorme, donc c'est plusieurs milliers de salariés. Mais qu'est-ce qui caractérise ces agents de sécurité? C'est qu'ils ne forment pas véritablement un collectif de travail, puisque chacun travaille de manière séparée chez le donneur d'ordre, chez l'entreprise cliente. Qu'est-ce que ça soulève comme difficulté? Une difficulté énorme pour les syndicats qui est simplement d'organiser collectivement ces salariés. Que font en règle générale les syndicats? Ils organisent les salariés sur leur lieu de travail. C'est ça, j'allais dire, l'essence ou la pratique classique du syndicalisme. On va faire des assemblées générales du personnel ou des réunions d'information, au temps du repas, à l'entrée de l'entreprise, à la sortie de l'entreprise, peu importe. Bon. Mais ça, concrètement, ce n'est pas possible dans une entreprise d'agents de sécurité. Ça veut dire que c'est aux syndicalistes d'aller au-devant des salariés et vous n'avez quasiment jamais la possibilité en tant que syndicaliste de réunir les salariés dans leur ensemble, d'autant plus qu'en règle générale, ils habitent très très loin des lieux, vu la précarité de leur salaire, ils habitent très loin des lieux où se trouvent les sièges centraux et où possiblement, théoriquement, les syndicalistes ont les locaux où ils peuvent accueillir ces salariés. Donc vous voyez, il y a toute une série d'obstacles structurels qui entravent la capacité d'action des syndicats. Mais il y a un autre élément qui est surtout, qui est le point d'entrée privilégié dans cet ouvrage, c'est que ce secteur, il est aussi symptomatique du renouvellement du profil des militants syndicaux, et y compris, donc j'ai oublié de le dire jusqu'à présent, mais mon enquête porte donc sur une structure territoriale de la CGT. Et si j'ai pris ce point d'entrée et que j'en ai fait un livre, c'est précisément que ça permet aussi de déconstruire certaines idées préconçues qu'on peut avoir des militants de la CGT. Les militants de la CGT, habituellement, tout de suite, on a l'image du gréviculteur, justement, du salarié, du militant, qui a une grande expérience de la grève, etc. Alors, bien sûr, ça existe. Ce type de militants, on en croise dans les unions locales, dans certaines fédérations professionnelles des cheminots, dans lesquelles il y a une vraie pratique de la lutte syndicale et donc la transmission d'un savoir-faire qui se fait de génération à une autre. Mais là, on est dans des secteurs qui sont vierges, en règle générale, de tradition syndicale, dans lesquels l'implantation syndicale est très limitée, très récente, et dans lesquels, par ailleurs, il y a aussi, comme je l'évoquais précédemment, un très fort turnover, une très forte rotation des salariés. Et cette rotation des salariés, elle ne concerne pas simplement les salariés, elle concerne aussi les militants syndicaux. Je vous donne un exemple. Moi, je mène l'enquête dans les années 2000, quelques années après que des premières grèves ont été déclenchées chez McDonald's. Et ces grèves, donc on était au tout début des années 2000, et ces grèves, elles permettent de faire émerger de nouveaux responsables syndicaux. C'est l'occasion pour les syndicats de rentrer en contact avec ces salariés, de repérer des militants combatifs, on va dire, et de les former et de les mandater, donc c'est-à-dire de leur donner un statut protecteur. Je rappelle pour ceux qui l'ignoreraient que lorsque vous êtes mandaté, lorsque vous avez un mandat syndical, vous êtes protégé du risque du licenciement. Bon, quand j'arrive, moi, sur mon terrain d'enquête, 5 ans plus tard, en fait, ces militants syndicaux, il n'y en a plus aucun. Il n'y en a plus aucun parce qu'ils sont tous partis de leur entreprise. Alors, soit ils sont partis parce que la direction a tout fait pour les faire partir, transactions financières, on donne pas mal d'argent, et puis qui est une somme d'autant plus importante pour des jeunes salariés qui ont des salaires de misère. Donc, une entreprise vous propose 30 000, 40 000 euros, évidemment, c'est énorme. Donc, logiquement, ça incite à le prendre. Ou certains s'en vont parce qu'ils sont épuisés. Parce que c'est épuisant d'être militant syndical chez McDonald's, parce que vous êtes constamment quand même entravé dans votre activité de représentant syndical, et puis aussi tout simplement, parce qu'en règle générale, il y a peu de gens qui se projettent toute leur vie de carrière professionnelle chez McDo, et donc ils saisissent une opportunité qui se présente à eux, et qui se présente à eux d'autant plus facilement que ils ont fait des réseaux dans le syndicat, et donc ils ont des possibilités de rebondir dans des entreprises où les conditions d'emploi sont plus rémunérées. Et donc, on a des militants qui sont très souvent novices dans la pratique de la grève. Et c'est un peu tout ce que je montre, d'où le titre,
réapprendre à faire grève, c'est-à-dire des militants qui sont en peine d'incarner ce rôle qu'on appelle, nous, d'entrepreneurs de mobilisation. Pour ceux qui font un peu de sociologie politique ou de sociologie du mouvement social, vous allez aborder ce point-là, c'est-à-dire ce que montre toute la sociologie politique, c'est que les mobilisations ne sont jamais spontanées. Il y a des militants qui initient, impulsent, organisent, qui ont toute une série de ressources, de savoir-faire, de disponibilité pour organiser la mobilisation. La difficulté, c'est que ce savoir-faire, cette disponibilité, cette disposition à faire grève, elles sont très inégalement partagées, y compris par les militants de la CGT. Ces militants de la CGT, ils se distinguent de l'image qu'on se fait habituellement des militants de la CGT de deux points de vue. Un, ils ont un rapport très dépolitisé à leur engagement syndical. Ils sont en règle générale, alors j'ai oublié de le dire, mais, parce que pour moi ça va de soi, mais quand on est dans le secteur du commerce et des services, c'est des militants syndicaux qui sont issus des classes populaires. C'est une enquête que j'ai menée à Paris, donc c'est en plus des classes populaires racisées, donc parmi eux beaucoup de travailleurs immigrés ou issus des migrations. Et comme ce qui est assez souvent le cas dans ces fractions des classes populaires, des salariés qui sont très à distance des partis politiques. Concrètement, parmi eux, j'ai aucun adhérent à aucun parti de gauche. Et ce que je montre dans le début du livre, c'est qu'ils sont arrivés à la CGT, non pas sur des raisons, sur des bases idéologiques, mais parce qu'ils ont sollicité le soutien, le recours aux syndicats pour être défendus face à leur employeur, face à la menace d'une lettre d'avertissement, enfin lorsqu'ils ont reçu une lettre d'avertissement, face à une menace de licenciement, ou bien parce que c'est un motif de plainte récurrent dans ces secteurs, ils n'ont pas été payés pour leurs heures supplémentaires par leur employeur. Et en fait, en règle générale, ils s'adressent aux premiers syndicats qu'ils trouvent. Alors soit parce que la CGT est présente déjà sur leur lieu de travail, soit parce qu'ils sont allés à la bourse du travail et qu'il y en a plein qui me disent les premiers qui m'ont répondu, c'est la CGT. Et donc je suis venu à la CGT. Donc, c'est des militants qui ont un rapport déjà très dépolitisé au syndicalisme, et donc j'en ai plein qui me disent qu'ils sont à la fois très combatifs, dans un rapport assez pugnace à leur employeur, mais en même temps qui me disent moi je ne suis pas là pour faire la révolution, tous les discours politiques de la CGT, ça ne m'intéresse pas du tout. Pour moi, le syndicat, c'est d'abord l'accès au droit. Ce qui m'intéresse à la CGT, c'est toutes les formations, tous les conseils que les militants plus aguerris peuvent me donner pour connaître mes droits, savoir me défendre juridiquement face à mon employeur. Et donc, ils ont ce que j'appelle dans le livre un rapport assez juridiquement normé à l'action syndicale. C'est-à-dire que l'action syndicale, elle est d'abord, pour eux, un levier de légalisation, et j'allais dire de moralisation des relations de travail. C'est faire appliquer le droit. Alors, ce qui, dans ces secteurs, ne va pas de soi, hein, donc ça peut déjà être vécu comme un acquis, hein, mais qui entre aussi en contradiction avec le logiciel de la CGT, qui, en gros, les permanents passent leur temps à leur dire « mais vous ne devez pas simplement réclamer vos droits, l'application de vos droits, vous devez revendiquer de nouveaux droits. Vous ne devez pas simplement défendre l'existant, vous devez réclamer un meilleur partage de la valeur. » Vous êtes des entreprises qui réalisent de gros bénéfices, donc vous avez le droit et ils ont la possibilité de vous offrir de meilleurs salaires. Donc il y a tout un travail de pédagogie militante, de pédagogie économique, d'économie marxiste quand même plutôt, dans cette organisation militante, pour tenter de rendre les militants plus revendicatifs. Mais deuxième distinction majeure aussi par rapport à beaucoup d'autres militants syndicaux, des militants syndicaux qui n'ont pas ou peu l'expérience de la grève. Pour me faire comprendre, je vais vous donner par contraste, là aussi, un autre terrain d'enquête que j'ai réalisé dans une raffinerie, donc, qui est un secteur dans lequel les syndicats sont très présents. On le sait bien à Marseille, en tout cas à Fos. Les syndicats là sont des acteurs qui comptent, il y a une longue tradition et la transmission qui se fait. Et dans une autre enquête, je tombe sur un délégué syndical de la CGT, c'était pas à Marseille, mais c'était pareil, et qui me dit en gros, moi au bout d'un mois où j'étais dans l'entreprise, j'ai fait 2 mois de grève. Au bout d'un mois, il y a une grève qui s'est déclenchée, donc au bout de 3 mois, j'avais plus d'ancienneté dans la grève que dans mon poste de travail. C'était génial, c'était super, on a fait des barbecues, j'étais avec des militants super, la camaraderie, la solidarité, c'est super. Bon, donc il fait l'expérience tout de suite de la solidarité ouvrière, la solidarité militante. Alors lui aussi, il vient d'un milieu familial qui n'est pas du tout porté sur l'action syndicale, mais son espace de travail est un espace de socialisation très rapide à l'action syndicale et à l'action syndicale par la grève. Bon. En revanche, dans les secteurs que j'étudie dans le livre, cette expérience-là, elle ne se fait pas. D'accord ? Donc, c'est des salariés qui n'ont pas eu du tout, des militants qui n'ont pas du tout eu
l'occasion de faire cette expérience de la grève. Et pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que, et je terminerai, et puis je prendrai le temps plus tard dans la discussion d'en venir sur d'autres aspects, mais parce qu'à rebours, bon, je vais tacler un petit peu là, mais de certains philosophes de salon là, qui interviennent beaucoup dans les médias en ce moment, Frédéric Lordon, Barbara Strigler, etc., qui développent une vision très très romantique de la grève à charge contre les directions syndicales. En gros, si on les écoute, s'il n'y a pas de révolution en France, c'est de la faute de Sophie Binet et de Marie-Lise Léon. Bon, que en gros, les salariés n'attendraient qu'une chose, c'est le claquement de doigts de la direction syndicale pour se mettre en grève reconductible jusqu'à la révolution prolétarienne. Bon. C'est très étonnant quand même quand on les écoute de se dire, de les voir s'enfermer. Alors ils parlent très bien, etc., mais ils véhiculent des visions très romantiques, exaltées et irréalistes de ce qu'est le rapport des salariés et des militants à la grève. Et donc moi, à la fois dans le livre, je montre comment, lorsque ces militants entrent en grève, c'est effectivement vécu comme un moment d'émancipation. On ose défier, on ose affronter une direction hostile. D'accord ? Donc il y a ces moments-là, effectivement, plutôt d'euphorie. Mais la grève, c'est aussi, pour ces salariés et ces militants, un moment de crainte, d'angoisse, d'incertitude permanente pour ces salariés. Et donc, le fait que ces militants syndicaux n'aient jamais fait la grève, qui est un peu une de mes héroïnes de ce livre, elle est poussée, elle travaille dans un centre de logistique, elle est poussée par ses collègues parce qu'ils sont vraiment face à un tyran domestique, on ne peut pas dire autrement, misogyne, homophobe, enfin bref, tout ce que vous voulez, il passe la journée à leur hurler dessus, le chef de dépôt. Bon, donc là, au bout d'un moment, saturation complète chez les salariés, et donc les salariés se tournent vers la déléguée syndicale, ils disent « Frédéric, allez, il faut y aller, il faut se mettre en grève, etc. » Et Frédéric, elle est très hésitante, et je la rencontre au moment où justement, ils discutent dans l'entrepôt, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, et puis elle me dit oh, mais moi, j'ai jamais fait ça, et puis si la grève s'enclenche, c'est à moi d'assurer derrière. C'est à moi la déléguée syndicale, et moi, je ne sais pas faire. Voilà, je ne sais pas faire, c'est pas mon truc. Moi, je suis rentré dans le syndicalisme pour faire du droit. Moi, renverser la table, etc., c'est pas du tout mon truc. Puis la dernière fois qu'on a fait grève, au bout de 2 heures, les salariés avaient repris le boulot. Je me suis retrouvé toute conne devant mon employeur. Donc, elle est traumatisée, en fait. Elle, ça n'a pas du tout été une expérience heureuse. Sa première expérience dans la grève, ça a été plutôt vécu comme un échec. Et donc, ça l'a fait évidemment beaucoup hésiter. Et donc, je montre comment, dans ces circonstances-là, et c'est régulièrement ce qu'on trouve aussi chez les femmes de chambre, c'est des syndicalistes extérieurs qui viennent en soutien à ces militants, à ces salariés. Par effet de réassurance, parce que ça facilite le passage à l'engagement de ces salariés, en assurant la présence de militants syndicaux nombreux, aguerris, expérimentés, qui ne sont pas salariés de l'employeur, et donc ont beaucoup moins d'hésitation à s'engueuler avec lui. Et parce que ces organisations militantes vont pouvoir aussi amener un soutien financier, un soutien logistique, un soutien militant, organiser des rassemblements, des manifestations, des tracts, des communiqués de presse, bref, tout ce que vous pouvez imaginer pour faire parler de la grève et aider ces salariés à tenir la grève face à des directions qui sont décidées à ne rien lâcher. Bon. Et en même temps, ce que je montre dans le livre, c'est que la capacité des organisations, y compris d'une organisation comme la CGT, à venir en aide et en soutien concret à ces salariés en marge des organisations syndicales, à ceux qui, en définitive, à celles et ceux, je devrais dire d'ailleurs, qui ont le plus besoin de syndicats pour s'organiser collectivement, pour se défendre, cette capacité, elle est limitée. Elle est limitée parce que, sans vouloir faire trop long, mais cette solidarité militante, elle transite essentiellement par les structures qu'on dit interprofessionnelles, les unions locales du syndicat. Et les unions locales du syndicat, c'est le parent pauvre dans le syndicalisme. Les militants et les forces militantes, elles sont surtout concentrées dans les entreprises. Et surtout dans des grandes entreprises. Mais concrètement, dans les unions locales, au mieux, vous avez un permanent, pour la CGT, d'accord, mais il y a plein d'endroits, plein de territoires ruraux en particulier, où il n'y a pas de permanent. Il y a, si on va à Manosque, là, la dernière fois je l'ai vu, c'est 1h30 de permanence juridique la semaine. Voilà, c'est ça concrètement, l'union locale. Pourquoi je souligne tout ça? Et pourquoi c'est utile, à mon point de vue, d'avoir une approche, j'allais dire, très matérialiste du syndicalisme, et pas simplement une approche idéologique et fantasmée du syndicalisme? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que très concrètement,
que font les militants dans les unions locales que j'observe ou ici, et je ne prends pas beaucoup de risques en me trompant, ils font surtout beaucoup un travail de soutien juridique aux salariés qui viennent les solliciter et les trouver pour se défendre face à leur employeur. Et du coup, ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps d'aller au-devant de ces salariés pour les organiser collectivement, et ils ont assez peu de disponibilité pour prendre en charge l'organisation des grèves lorsqu'elles se déclenchent. Parce que lorsqu'une grève se déclenche, là je suis dans une structure, alors on est à Paris, donc c'est un contexte particulier, il y a 3 permanents, on peut dire c'est beaucoup. Mais ces 3 permanents de la CGT, sachant qu'à Paris, le commerce et les services, c'est 1,5 million d'emplois. D'accord, donc ça donne la mesure de qu'est-ce qu'ils peuvent faire. C'est vraiment... c'est du bricolage, quoi. C'est du bricolage militant. Et lorsque la grève se déclenche, et qu'il faut suivre la grève pour éviter qu'elle s'effiloche, pour soutenir les salariés, c'est un des 3 permanents qui est occupé par la grève. Et à un moment, ils finissent par lâcher, parce qu'il y a tout le reste du travail militant qui ne se fait pas. Or, si vous ne rendez pas service, si vous ne répondez pas aux sollicitations de tous les salariés ou les militants isolés, les adhérents isolés qui viennent vous trouver pour demander conseil, pour demander soutien, vous risquez de les perdre. D'accord ? Donc c'est aussi ces contradictions-là, du point de vue du syndicalisme de la CGT, que j'essaye de pointer dans le livre en disant, en gros, si je dois résumer le propos, de dire, c'est pas simplement la condition salariale de ces salariés qui explique les limites de la capacité de l'organisation syndicale à les mobiliser, c'est aussi qu'il y a un très grand désajustement entre ce que sont les structures de la CGT, qui syndiquent essentiellement et qui est présente essentiellement dans les grandes entreprises publiques, dans les grandes entreprises privées, auprès des salariés qualifiés, plutôt en CDI, qui ont un statut quand même plutôt protecteur ou avantagé, on va dire, sans dire privilégié, mais avantagé sur le marché du travail, et qu'en revanche, les ressources et les moyens disponibles dans l'organisation pour aider les plus fragiles sont très limités. Et donc c'est aussi cette tension-là qui explique, c'est évidemment pas la seule, mais c'est un ouvrage que j'ai pensé dans la volonté aussi de faire réfléchir, en tout cas provoquer du débat aussi à l'intérieur de ces organisations militantes, pour réfléchir aussi aux leviers organisationnels que les syndicats peuvent activer en réfléchissant par exemple à comment on peut mieux mutualiser les moyens, et ils en ont, financiers, de permanents, dans l'organisation pour être plus utiles aux salariés qui en ont besoin. Voilà.